Bienvenue sur les héros de la vente. Si vous voulez progresser sur les fondamentaux de la vente et devenir un top vendeur, vous êtes au bon endroit. Cette saison 2 se veut sans fioriture. On va commencer l'interview. Mais avant ça, je tenais à vous inviter à consulter nos livres blancs sur les meilleurs outils et formations pour les commerciaux sur vyve.fr. V-Y-F-E. Vous pourrez en profiter pour jeter un œil sur notre technologie d'entraînement vidéo qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formations pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vyve de vous proposer beaucoup plus. Des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bienvenue à tous pour un épisode hors série du podcast Les Héros de la Vente. Donc, c'est un podcast multimédia avec de la vidéo et des questions en direct. Donc, c'est le premier d'une longue série, j'espère. Et donc, j'ai invité Olivier Guérin, que j'avais interviewé l'année dernière. Et effectivement, le podcast de l'année dernière a fait beaucoup d'écoutes. C'est le premier en termes d'écoute. Donc, je suis content que tu aies accepté. Et donc aujourd'hui, on va donner des conseils et des actions à faire pour les dirigeants commerciaux, donc des actions concrètes. Donc on a un peu fait du teasing dans l'épisode en parlant de secrets que tu vas nous livrer, mais c'est vraiment derrière ces secrets des actions concrètes. Voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Olivier, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et on va commencer l'épisode. Voilà. Écoute, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est que je soigne les maux de vente. Alors, ce jeu de mots que je trouve fort à propos, d'autant plus que c'est le mien, évidemment. Je l'ai trouvé en me rasant un matin. On trouve beaucoup d'idées quand on se rase le matin. J'adore ça parce que j'aime bien me raser, en fait. Ça me permet de trouver des super idées. Effectivement, la vente, c'est l'usage de la parole. Seuls les mots bien choisis permettent d'arriver à un résultat donné. Et donc, c'est pour ça que ce jeu de mots sur les mots et les mots le mal, en fait, sachant que la plupart des dirigeants que je croise, dirigeants d'entreprise, leaders de vente, ont des problèmes. Et donc, c'est bien là, c'est bien le positionnement, c'est celui de soigner ces problèmes. Et bien sûr, également les commerciaux, parce qu'au final, si j'accompagne les dirigeants et les managers, j'accompagne aussi les commerciaux, puisqu'à un moment donné, je fais du coaching, de la vente, de la formation. Et donc, il y a des difficultés et je soigne les difficultés. Voilà. Ouais. Et puis quelque part, tu vois, et puis je vais même rajouter autre chose, c'est-à-dire que quelque part, et je vais commencer fort, j'espère, la posture de tous les commerciaux devrait être celle d'un médecin. Et c'est aussi comme ça que je me vois, de façon modeste, que je n'ai pas de doctorat. Pourquoi tu as choisi ce métier de coach et formateur commercial ? Je crois que c'est parce que pendant toute ma carrière, je n'ai pas un manager qui a été capable de me dire comment m'en sortir. Je pense que ça fait partie de mes regrets. J'ai eu des managers très sympas, mais qui m'ont jamais montré la voie, qui m'ont jamais tiré vers le haut. Et donc, je pense que ça fait partie de mes grands regrets. Et maintenant, une des joies de mon boulot, c'est d'aider les gens à être plus à l'aise et arriver à vivre correctement, ou faire vivre correctement, ou de ce job de commercial. Et également les dirigeants, arriver à avoir des équipes qui tournent, en fait. Faut être très clair. Ouais. Donc c'est marrant, je disais tout à l'heure que j'ai créé ce podcast parce que j'avais senti un manque dans ma carrière de formation commerciale, et toi c'est un peu la même chose, tu as créé ton métier aussi parce que tu as eu ce manque-là. Ouais, ça part d'une frustration quelque part, ça part aussi d'une frustration. D'accord, écoute, je te propose de plonger dans le sujet. Donc on a subi une crise importante
Et toi d'ailleurs, tu l'as vécu comment ces dernières semaines Alors, je ne sais pas si j'ai vécu comme tout le monde. En tout cas, je pense que je suis pas le seul. Il faut être très clair que les 15 premiers jours du confinement ont été pour moi une épreuve. J'avais pas de morale, hein, effectivement. Cet effet tout le monde parle de cet effet de sidération. J'ai pas fait exception, hein, effectivement. J'ai vécu ça. C'était assez difficile, hein. Je ne savais pas trop où j'habitais, en fait, hein, pour être clair. Et puis, je suis dans mes recherches, je suis tombé sur une petite vidéo très intéressante, hein. C'était une vidéo d'une collègue, d'une confrère américaine en fait, hein, et qui fait le parallèle entre un parallèle moderne avec le stoïcisme et qui appelle au stoïcisme. Alors le stoïcisme, en fait, c'est pas de rester sous la pluie idiotement et d'imaginer que ça va mieux se passer. Le stoïcisme, c'est d'envisager les choses telles qu'elles sont, de pas surréagir, de pas ne pas imaginer que le monde entier nous en veut, mais que par l'action, en prenant les choses telles qu'elles sont, eh bien par l'action on peut s'en sortir. Et quelque part, c'est avec un obstacle qu'on peut face à un obstacle, qu'on peut trouver une nouvelle voie. Et c'est comme ça que je me suis reconfiguré à partir du mois d'avril, où j'ai fait beaucoup de podcasts, où j'ai beaucoup travaillé, où j'ai essayé de finaliser mon bouquin qui va être décalé, hein, qui va sortir seulement en janvier. Hein. Les maisons d'édition sont très impactées, hein, par la crise. Mais voilà, je me suis configuré. Et là, c'est bien reparti parce que j'ai beaucoup de demandes. J'ai signé plusieurs affaires. Enfin, ouais, l'activité est forte. Et de la formation à distance, puisqu'effectivement, je fais tout ça de mon bureau désormais. Vous voyez, c'est mon lieu de travail. Je ne prends plus ma voiture pour aller voir mes clients, ni l'avion. Un D'accord, peu ok. Bah, frustrant écoute, quand même, hein, je te dis tout de suite. Hein, mais, ouais, mais ça se passe très bien quand même. Voilà. ok, D'autres très bien. avantages, en fait. Bah, tu vas nous en parler, hein, et puis tu vas, comme tu sais si bien le faire, émailler ta présentation de concepts philosophiques. Donc moi, quand je t'ai contacté il y a une semaine ou deux pour te dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire un épisode et tu nous livres un peu des tips pour les dirigeants pour essayer de rebondir au mieux et le plus rapidement possible, tu m'as dit bah, très bien, j'ai déjà les idées très claires et je peux déjà proposer des choses. Donc on a parlé dans l'intitulé de l'épisode des 3 secrets pour mieux rebondir. Est-ce que tu peux déjà livrer ces On secrets? y Puis après, va. on, Il faut que on je livre ira des sur les choses. actions. Voilà, on ira sur les actions concrètes finalement que tu conseilles aux dirigeants. Bon, ah bah allez. Et ben effectivement, c'est parti. Et j'ai préparé. Je fais de la surqualité. C'est-à-dire que non seulement j'ai préparé pour vous 3 secrets, mais en plus, j'ai préparé 21 choses à faire. Ça en fait 24. Ça fait des choses. Hein. On a du taf. Hein. Ouais. Voilà. Attention, Donc, Olivier, il faudra que je maîtrise le temps. ah oui, bon, je vais essayer. Oui, mais ça, tu es le timekeeper, hein, quand même. Tu es le Ouais. timekeeper. Alors, 3 secrets. Bon, voilà, ça, c'était un peu mon état d'esprit là au niveau de la crise. Voilà, maintenant, j'ai repris mes marques. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise. Il y a beaucoup de directeurs commerciaux et managers, voire même beaucoup de commerciaux qui ne savent pas forcément comment affronter ce qui est en train de se passer. Alors, il faut être clair qu'en préambule, hein, je reprécise que cette heure-là qu'on va passer ensemble, elle est plutôt à destination des dirigeants, des directeurs commerciaux, des managers. Euh, il y aura moins de choses pour les commerciaux. Hein. Il y aura de l'inspiration, bien sûr, mais il n'y aura pas forcément le même niveau de détail que je peux partager parfois dans ma pastille commerciale avec des actions très précises. Hein. Là, ce sera quand même très câblé pour la population dont je viens de vous dire. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a des incertitudes. Comment faire? Et donc, comment faire? Je vais y venir avec ces 3 secrets qui sont les 3 piliers. Hein, et vous savez que j'aime beaucoup les ponts. Il suffit de regarder derrière moi. Hein, normalement, tout le monde voit bien mon écran, mais bon, je vais essayer d'être le plus précis possible pour les gens qui qui ne verront pas cet épisode, mais qui nous écouteront dans leur voiture ou dans leur salle de bain. Alors, les 3 secrets pour affronter la crise, eh bien, en fait, je vais les articuler autour de 3 thèmes. La première chose à faire, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de ce qui se passe dans la vente. Et la seule façon de comprendre ce qui se passe dans un rendez-vous avec un commercial,
de ce qui se passe au téléphone entre un commercial et un client, de ce qui se passe quand il laisse un message téléphonique, de ce qui se passe quand il écrit un email. Ben, la seule façon d'y arriver, c'est de s'entraîner. Est-ce que toi, je te retourne la question, est-ce qu'Alexandre, qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Toi, dont l'outil permet justement de vérifier tout ça. Oui, on va dire que je ne suis pas la personne la plus objective. Hein. Ah, tu n'es pas la personne la plus objective, effectivement, mais là, c'est pas effectivement, c'est clairement quand même, on a la même vision pour le coup. Toi, tu es l'outil et moi, je manie le concept, mais effectivement, la prise de conscience est ultra importante. La seule façon. Ce que tu nous dis, c'est que pour prendre conscience, l'entraînement, en fait, ça va être la première porte d'entrée pour Ouais, y a pas de prendre choix. conscience de là où j'en suis et là où je dois aller. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vais donner je vais essayer de vous faire imaginer, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, imaginez un rendez-vous commercial qui a été particulièrement déplaisant. Ou même essayer d'imaginer comment se passe un rendez-vous commercial en règle générale quand un commercial vient vous voir. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est Étienne, hein, qui est le directeur général d'une grosse chaîne de camping là, qui est basée dans l'Hérault, là, une belle chaîne. Et je discutais avec lui il y a quelques années et ça m'avait vraiment frappé. Je suis même capable de vous dire que l'endroit exact où j'étais dans Montpellier et avec quelle voiture j'étais à ce moment-là. On avait une discussion et on parlait des commerciaux et de sa position de DG. Et il me partageait avec moi cette statistique qu'il a tirée. 9 de ses entretiens avec des commerciaux qui lui vendent quelque chose, 9 commerciaux sur 10 qui venaient le voir repartait de son bureau sans savoir le moins du monde ce qu'il avait comme problème à régler. Il aurait bien aimé le dire, mais personne ne lui a jamais demandé. Ou il ne savait pas le demander. Ou ils n'arrivaient pas à créer les conditions d'une demande qui allait porter ses fruits. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes dirigeant, que vous nous écoutez, maintenant, vous devez vérifier ce qui se passe en rendez-vous. Si vos commerciaux, même que vous soyez dirigeant avec directement des commerciaux sous vous, dirigeant avec un manager et des commerciaux, ou même, voilà, peu importe si votre organisation est plus grosse, après ça peut être le rôle du DIRCO, hein, de vérifier vraiment concrètement ce qui se passe en rendez-vous. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a les entretiens, les tournées terrain, etc. Mais ça, c'est souvent préparé à l'avance, c'est pas représentatif de la réalité. Et donc ça doit se passer en entraînement, on regarde ce qui se passe, on crée un contexte et vous verrez si les commerciaux sonnent juste. Imaginons qu'ils doivent vendre à dirigeant. Si vous êtes dirigeant, est-ce que vous achèteriez ce qui se passe? Vous demandez à un autre commercial de faire le dirigeant, peu importe. C'est pas trop le sujet. L'entraînement va permettre ça, la prise de conscience de voilà comment ça sonne, qu'est-ce qui est dit, où est le problème. Ouais, Donc, Olivier, fais attention, tu as un petit froissement. Je ne sais pas si c'est ton micro ou une feuille quand tu bouges les bras, mais on parce entend un que petit froissement je quand tu gigote parles. trop, Ouais. je pense. Parce que je bouge trop. Ouais, sans doute, ouais. Mais c'est pas grave. C'est l'énergie, tu vois. C'est ça. Et du coup, ce que tu nous dis, effectivement, c'est le cabinet Up2 hein, qui explique dans ses livres blancs, notamment, que tu as 2 tiers des commerciaux en France hein, qui ont une maîtrise moyenne des fondamentaux de la vente. Et ton exemple sur le dirigeant commercial, de la non-absence de questions posées par les commerciaux. Donc, c'est quelque chose, en fait, d'important à comprendre. C'est que il y a des choses à améliorer, bien sûr. Voilà, après, bon, j'ai envie de dire, entre 3 et 6 ans, un enfant pose 10 000 questions. Et je- À l'âge adulte, à partir de 7 ans, il va commencer à en poser de moins en moins. Et les adultes, je vous laisse imaginer combien il en reste. Après, les raisons de tout ça, c'est le formatage, c'est l'école, etc. Ou l'affirmation de soi, mais peu Ouais, importe. tu nous l'avais dit, je crois, dans le podcast de l'année dernière, Ouais, effectivement. voilà. Voilà. Donc la prise de conscience passe par l'entraînement, parce qu'on peut vérifier dans l'entraînement ce qui se passe. Alors, je passe direct au deuxième, c'est qu'une fois qu'on a fait l'entraînement, ben, effectivement, on peut arriver à faire différemment les choses. Parce que l'entraînement va mettre en exergue les choses qui fonctionnent pas bien, qui sonnent pas bien. Donc, on va se mettre d'accord. Voilà ce qui n'a pas très bien fonctionné. Essayons maintenant de faire autrement.
Donc, l'entraînement, c'est le moment de faire différemment pour voir un résultat différent. Et ce qui est intéressant, en particulier, c'est que je change beaucoup de cette notion de feed forward, c'est-à-dire je vous encourage non pas après dans un entraînement à sanctionner un comportement ou dire ça n'allait pas ou ça c'était pas bien, mais à dire ok, ben là, essaye plutôt de faire ça. Je te conseille plutôt d'essayer ça. Qu'en penses-tu si on fait différemment? Et là, laisser le commercial se rendre compte, ah bah oui, je peux peut-être essayer ça. Ah bah voilà, essaye ça. Et là, on essaye. Et on voit que ça marche. Et tant que ça ne marche pas, on réessaye. L'entraînement permet ça. En entretien, on ne peut pas faire ça. En entretien réel. Oui. Bah, tu le sais, hein, je suis vraiment partisan des mises en situation, jeu de rôle, et d'en faire, même si ça prend du temps, de l'énergie, ça permet de, comme Moi, un je vais sportif enfoncer de le haut clou. niveau, Ah bah oui. voilà. Non mais j'aime bien ce que tu dis sur voilà, sur tu peux tout de suite nous dire ce que tu penses la différence entre les sportifs et les commerciaux. Bah, là, c'est pareil, hein, on a souvent une phrase que j'aime bien, c'est les sportifs s'entraînent 98% de leur temps pour performer 2% de leur temps pendant les matchs, et les commerciaux, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va s'entraîner 2% de notre temps pour être sur le terrain 98%. Et ça marche avec les gens qui montent sur scène, qui fassent du théâtre ou de la musique. Hein. Ouais. Voilà. Et ça marche avec tout, en fait. Hein. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, l'entraînement, c'est ça qui permet de faire différemment et d'essayer plusieurs fois et d'itérer. Et puis, le troisième pilier, parce que c'est encore un pilier qui est toujours lié à l'entraînement, c'est que l'entraînement, les mauvaises habitudes, elles sont ancrées, donc il faut persévérer. Et donc, de s'entraîner, ça veut dire en s'entraînant régulièrement, et en mettant ça dans la pratique hebdo de chaque commercial et manager, ben, ça permet d'ancrer le changement à tout jamais, j'ai envie de dire. Et si vous entraînez pas, ça ne changera rien. Ouais. Donc, persévérer. Prendre conscience, faire différemment, persévérer. Persévérer, ce sont les trois conditions du changement. Et ce sont les trois conditions pour affronter ce qui va se passer, parce qu'il va falloir être extrêmement bon. Et j'ai envie de dire, tout ce qu'il fallait faire avant, j'ai envie de dire, rien n'a changé. Il n'y a pas de monde d'avant, pas de monde d'après. Ça, j'y crois pas du tout. Par contre, tout ce qu'il fallait faire avant, bon, et si on ne le faisait pas très bien, ça marchait quand même. Là, il n'y a plus d'argent, il y a de la peur, il y a du mimétisme plutôt négatif, il y a de la perte de confiance. Donc là, il va falloir être extrêmement bon. C'est ce que j'appelle le passage du pourquoi moi, qui est une vente relativement facile, qui avait des fournisseurs, bah tiens, on va choisir celui-là, à pourquoi je vais sortir des sous alors que j'en ai pas. Ouais. Alors, tu nous as mis donc les trois piliers, et tu vas ensuite nous parler d'actions à mettre en place. Juste avant ça, j'ai Pierre qui dit que son boss veut pas d'entraînement car ça impacte la productivité. Qu'est-ce que tu peux dire à Pierre? Son boss, il est sûr qu'il n'est pas prêt de m'appeler pour faire bosser parce il va jamais comprendre ce que je lui dis. J'ai envie de dire, pourquoi Johnny Wilkinson passait-il son temps à refaire toutes les pénalités d'un match s'il en avait raté une, il est recommencé jusqu'à temps de toutes les réussir. Pourquoi est-ce que Johnny Wilkinson a réussi à à s'arranger avec le gardien de Twickenham juste avant une finale, je crois que c'était la Coupe du Monde, pour aller s'entraîner alors que c'était totalement interdit, mais il l'a fait. Et ils ont gagné, bien sûr, les Anglais. J'ai envie de dire, moi, je ne peux plus rien pour le dirigeant ou ce manager. Enfin, quel exemple voilà, je ne peux rien faire. C'est juste une évidence. Voilà, c'est juste une évidence. Pour être bon, c'est pas, ça s'improvise pas. Donc, que ce soit au théâtre, dans le sport. Enfin, qui imagine que Roger Federer, il a les doigts de pied entre éventails entre deux matchs? Ouais. Écoute, ouais, Moi, je peux rien pour lui. on martèle le message. Si tu veux bien, Olivier, comme ça, on avance dans l'épisode. Tu m'as parlé en off donc des actions à entreprendre. Donc, quelles sont déjà les actions qu'on aurait dû faire déjà? Regarde, c'est bien foutu. Hein. Regarde, alors les 5 actions qui auraient déjà dû être faites. Alors, effectivement, je vais les partager avec vous.
Tu fais des jolis Bon. ponts dans tes Ah slides. ben oui, oui, ben forcément. Alors derrière ça, je vous révèle un peu de moi, c'est que forcément je suis normand pour ceux qui ne le savent pas. Et derrière moi, c'est le pont de Normandie et ma boîte, c'est Bridge Développement, c'est l'entité de Ok, facturation. Hein, et voilà. Et bien sûr, l'image du pont, c'est que mon boulot, c'est d'aider mes clients d'aller d'un côté du pont vers l'autre, c'est-à-dire de les emmener avec le plus de certitude possible, aller chercher les clients et aller chercher la croissance. Un petit peu de ok, poésie. je comprends mieux le pont. Hein, voilà, la croissance ou simplement sauver les meubles en l'occurrence. Là, hein, on va Ouais, être modeste. Hein. Là, on va là, sauver les meubles. Je ne parle pas d'exploser les chiffres cette année, sauf pour ceux qui vendent de l'encre. Ça, c'est possible. Voilà. Donc, en fait, back to business, première action, là, ça y est, il faut revenir au business. C'est plus, je me suis bien occupé de mes clients, je les ai bien aidés. Là, pendant la période, on a pris soin, on a téléphoné, on a demandé comment ça allait. On n'aurait jamais imaginé qu'on aille demander des nouvelles ou qu'on termine, c'est quand prenez soin de vous, comment ça va, etc. Bon, ça c'est bien. Moi, j'ai partagé aussi plein de choses, etc. Je suis encore en train de le faire, mais c'est la dernière fois. C'est fini. À partir du mois de juin, ça devient facturable. C'est terminé. Hein. Donc, back to business. Maintenant, après, il faut revenir à la vente. Il faut être mindé comme ça, même si, et ma définition ne change pas, la vente, c'est aider ses clients. Et on y va avec cet esprit-là. Mais là, il faut quand même, même si on va les aider, on va quand même leur vendre quelque chose. Effectivement, selon les cas, ce sera plus ou moins difficile, mais c'est l'état d'esprit en tout cas. Le deuxième, c'est que, ben là, moi, j'ai aucun parti pris, Alexandre. Le coaching, c'est obligatoire. Et un manager qui, idéalement, a entre 6 et 7 et 9 commerciaux doit passer au moins 50% de son temps à coacher. Et le coaching, ce n'est pas de demander des nouvelles dans la bagnole ou d'appeler pour savoir comment ça va ou comment. C'est pas ça. Ça, c'est pas du coaching. Demander comment c'est passé, c'est pas du coaching. Le coaching, c'est on vérifie ce qui va se passer avant un appel téléphonique ou avant un rendez-vous à distance ou rendez-vous physique quand on pourra en faire. On fixe des objectifs, on débriefe pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça ne s'est pas passé comme on voulait, quel est le résultat, quel est l'output, et on regarde et on refait le match. Voilà. Comme sur RMC. On refait le match, pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est pas de dire, c'est pas de tolérer, ça s'est bien passé. Non, il s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le prochain résultat, quels sont les prochains milestones, jalons, etc., etc. C'est ça du coaching. Et bien sûr, ça intègre de l'entraînement sur les choses qui sont difficiles, les objections, les reports, le fait de faire lanterner le commercial. Voilà, il faut coacher sur ce qui est dur. Parce que les objections, elles vont être très dures, elles vont y en avoir de plus en plus. Donc, il faut maîtriser ça parfaitement. Ouais. Attention, Olivier, t'as encore le petit frottement. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon. Donc, sur ce qui est dur, voilà, ça c'est la deuxième chose, 50% du temps, et pas moins. Si vous voulez voir ou changer les choses, l'agenda du manager, c'est 50% de son temps. J'ai bien dit 2 jours et demi à faire ce que je viens de dire. Donc, ça tombe bien parce qu'en plus, il n'y a plus de déplacement en bagnole. Donc là, il n'y a plus d'excuses à trouver. Donc, le coaching. Et moi, je préconise des réunions quotidiennes, hyper rapides, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, 15 minutes pour donner une situation complète, 15 minutes le soir pour féliciter, pour dire un truc qui s'est bien passé, pour donner une petite astuce, c'est bien, on essaie ici, ça, voilà, on fait ça pour que tout le monde reste concentré et motivé voilà, les gens, ils sont chez eux, les commerciaux sont chez eux, donc ça doit se passer là. Ouais, Ensuite, ouais. sur le rythme des réunions, hein, si vous avez des bonnes pratiques à partager, des choses qui marchent bien chez vous, mettez-les en commentaire. Ouais, avec plaisir. Effectivement, vous pouvez réagir, c'est clair. Ouais. La techno, donc clairement, les commerciaux qui vont encore trouver des excuses pour ne pas mettre à jour le CRM, il va falloir qu'ils soient super balèzes. Ou alors, il faudra que les managers soient super tolérants. C'est plus possible.
Le CRM, c'est pas de raconter sa vie, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe, quelle activité on met à jour, c'est quoi mon next step, qu'est-ce que je dois faire, je dois appeler qui, je dois contacter, je dois faire quoi, les commentaires sur ce qui se passe. Le CRM, il peut plus ne pas être à jour. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en discussion avec HubSpot, qui est un des leaders du CRM, et ils m'ont expliqué qu'effectivement, eux, pour cette période, ils ont eu une croissance très importante. Hein. Bon, c'est top, hein. Ça c'est un outil, et pareil, j'ai aucune action chez eux, mais enfin bon, c'est top, hein, ça c'est clair. Ouais. En fait, ils m'ont expliqué que la digitalisation s'est accélérée considérablement dans les entreprises qui n'étaient pas équipées de CRM, et en France, il y en a beaucoup encore. Et il y en a encore beaucoup, il y a encore un gros marché, effectivement. Et en fait, j'ai envie de dire, plus CRM est compliqué, moins il faut l'acheter aussi. Alors, HubSpot, c'est top de chez top parce que c'est super intuitif. Moi, tous les gros CRM un peu complexes, voilà, pour pas le dire, typiquement, moi, je suis anti-Salesforce. C'est beaucoup trop compliqué pour un commercial. Il n'arrivera jamais à comprendre comment à s'en servir. Donc, moi, je recommande. Bon. Ça peut être un peu usine à gaz, Salesforce. Ouais. HubSpot, c'est un peu plus ergonomique. Ouais. Bon, ouais, par exemple, moi je recommande un outil français qui est top, c'est nocrm.io. Je ne sais pas si tu les connais, Alexandre. Ouais, je les connais. Moi, je les ai tous testés, donc on peut en citer quelques-uns, mais Axonote, des Français très bien. Axonote, pareil. Les gens de Nantes, c'est pas ça? Ils sont pas à Nantes, je crois. Alors Nantes, c'est celle-ci. Celle-ci, voilà, aussi. Très bien, celle-ci. Voilà, sinon, il y a Pipedrive, c'est les Américains qui sont bien. Ouais, exactement. Il y en a des centaines. Mais là, c'est des Français dont on a parlé, effectivement. En fait, parce que c'est pas vraiment CRM, quoi. Si j'appelle ça CRM, ça vient des call centers, etc., sur connaissance client. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la prochaine activité. C'est surtout ça, c'est câblé comme ça. La connaissance client ne doit pas être mélangée. Il ne faut pas commencer par un gros projet de CRM. La connaissance client est dans un outil de reporting. Ça suffit, c'est très bien. Ou dans le RP d'ailleurs, c'est très bien. Mais le CRM, ça sert à gérer l'activité commerciale. Il doit passer son temps dedans. Voilà. Donc, voilà. Après, il faudra aussi vérifier que la visio, ça sonne juste. Voilà. Est-ce que le fond derrière le commercial, est-ce que c'est propre et rangé? Est-ce qu'il est bien cadré quand il est avec son ordinateur? Est-ce qu'on l'entend bien? Est-ce qu'il maîtrise les techniques des silences? Voilà, la visio, c'est pas une plaisanterie. Il va falloir maîtriser ça sérieusement, quoi. Pour l'instant, on n'est pas encore allé faire des rendez-vous physiques, quoi. Alors, je parle pas du téléphone, c'est une évidence, quoi. Et bien sûr, vérifier l'outil collaboratif, la gestion de contenu avec des outils de GED, de gestion documentaire, etc. Parce que là, il s'agit de maîtriser tout ça. Enfin, tu l'as dit, hein, tu viens de le dire avec l'exemple d'HubSpot. La digitalisation n'est pas une option. Ouais, on a eu quelques questions, là, si tu veux, Olivier. Catherine qui nous dit, est-ce que les 2 points par journalier, c'est pas un peu trop, ça fait pas un peu flicage? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est la dose minimum pour savoir ce qui se passe sur le terrain et pour rester tout le monde concentré. Ils sont tout seuls là, chez eux. Il faut arriver à faire des points quotidiens. C'est une routine, quoi. En fait, je suis pas un expert de l'industrie. Il faut être très clair. Mais j'aimerais que peut-être il y a des gens, d'ailleurs on pourra réagir tout à l'heure, qui ont plus d'expérience que moi. Dans les usines, c'est une évidence que les méthodes Kanban, les méthodes 5S, etc., ou management visuel, ce sont des méthodes où les opérateurs, ils ont un point de contrôle. Le matin, on fait une réunion debout de 15 minutes et on regarde ce qui se passe. Je me rappelle de certaines visites d'usines que j'ai pu faire, très intéressantes. Ça choque personne. Pourquoi est-ce que les commerciaux, ils feraient différemment? L'industrie fait ça et ça donne des résultats pour de la qualité, mais non, les commerciaux, c'est bon, voilà, on laisse, quoi. Non, on laisse pas. Et puis ceux qui veulent pas, ils vont pas rester, hein, parce que ceux qui veulent pas faire, on n'en a pas besoin parce que ça va être dur de les payer. Je suis un peu raide. Hein. Non, mais c'est très bien, tu réponds aux questions. Je réponds aux questions, effectivement. Ouais. Bon. Alors, j'enchaîne sans transition, pas de problème après. Et puis, il faut former sur les compétences critiques. Donc, pour former, il suffit de m'appeler et je fais un devis et j'arrive. Bon, j'arrive à distance, effectivement, bien sûr.
Ouais, OK? Alors, il faut former sur les compétences critiques. Et les compétences critiques, j'ai quand même les partager. C'est le questionnement profond, c'est la qualification des deals et la vente de valeur. Donc, tout ça, ça va être le questionnement, l'écoute. La qualification, parce que je veux juste bien dire quelque chose, pour tous ceux qui vendent quelque chose en devant faire des propositions, l'entreprise n'a pas les moyens de dépenser de l'argent pour des choses qui ne se feront jamais. C'est pas le moment. C'est même hyper dangereux. Hein. Les dirigeants n'ont pas de moyens à dépenser sur des deals qui ne se feront pas. Ce n'est pas le moment de claquer du temps, de l'énergie pour des choses qui ne se feront jamais. Du coup, Olivier, tu parles de gestion du temps. Donc là, tu nous as donné des actions qu'on aurait dû faire Ouais. avant aujourd'hui. Mm. Je suis dirigeant commercial, donc j'ai été, bien sûr, j'ai dû gérer des urgences pendant les 2 derniers mois. Qu'est-ce que je dois faire immédiatement là? C'est quoi les choses les plus importantes Ouais, j'ai préparé une nouvelle image de pont. Qu'est-ce que tu en penses? Hein, ouais. pour tous ceux qui veulent la vidéo, pour ceux qui écoutent, qui nous écoutent, tant pis. Mais bon, c'est un pont et il y a 3 points, effectivement, 3 choses à faire immédiatement. Alors, la première, c'est mettre la priorité. Alors, dans un agenda classique d'un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant commercial, manager, il y a 3 choses. Hein, donc, presque 4. Il y a son activité, globalement, son activité habituelle, ce qu'il aime faire. Ah, il y a quelqu'un qui dessine sur mon slide. Ah non, ça, c'est pas bien, ça. Je ne peux pas dessiner sur mes slides. Bon, c'est pas grave. Hein. Ce que vous aimez faire, ce sur quoi vous passez du temps et ce qui a un impact sur le CA et les marges. D'après vous, alors 1, 2 ou 3, d'après vous, sur quelle activité vous devez passer du temps maintenant? Vous pouvez répondre dans le chat. 1, 2 ou 3. Je ne fais pas de petite musique d'attente parce que… Bon, alors on a bien sûr que des 3 et, et Ah oui, on a la personne qui a dessiné qui nous dit qu'elle pensait pas que ça allait impacter tout le monde. un petit coquin. Bon, Ouais. non, mais Il on teste, rigole. Hein. il teste Zoom, Oui, oui, non, mais attends, voilà, on on est peut en pas lui droit. Alors, reprocher. effectivement, voilà. Voilà, non, les dirigeants, les Ah, managers, ils doivent faire du 3. Voilà. ouais. On On a regarde. quelques 1. On a quelques 1. Non, mais ça tombe. Si ce qu'on aime faire, c'est de vérifier que tout ce qu'on fait a un impact sur les marges, oui. Voilà. Mais ce qu'on aime voilà, ce qui nous fait le plus plaisir, eh ben, faut bien réfléchir, remettre dans les cases et regarder c'est ce qu'on aime ou c'est ce qui va impacter les marges. Ouais. Si ce qu'on aime, c'est discuter avec les commerciaux et de savoir comment ils vont, ben, il va falloir réduire la proportion parce que c'est pas ça qui va avoir un impact fort sur le CA et les marges. Même s'il faut avoir cette discussion régulièrement, c'est pas, la vraie Donc, discussion, c'est savoir sur comment on peut impacter le résultat. donc, quand tu dis ce qui a un impact sur les marges, c'est à la fois ce qui a un impact positif et négatif. Bah oui, 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 tiens, très bonne remarque. Donc, tu Excellente peux remarque. nous donner des exemples peut-être? Ah, du coup, typiquement, forcément, je vais revenir. Hein, ce qui a un impact, c'est de savoir. Donnons un exemple. Qu'est-ce que… Oui, bon voilà, il y a Laurent. J'aime faire des remises. Tu vois, tu vois, tu aurais dû poser la question à la foule. Laurent nous dit, les commerciaux, ils aiment Pardon bien pour la faire. faute. Hein. Oui, non, Pardon mais pour la faute. oui, mais c'est pas grave. Les commerciaux, ils aiment faire des remises. J'adore cet exemple. Je vous promets, ils aiment faire des remises. Ça leur fait plaisir. Les clients ne demandent rien, mais ils le font quand même. J'ai écrit un article, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps sur ce sujet, un petit post qui a bien plu. Oui, il y a des commerciaux qui aiment bien faire. Ils aiment faire plaisir. Oui, mais le seul problème, c'est que c'est fini. Hein. Ou alors, faut vraiment que ce soit très clair dans un cadre qui est toujours le même, c'est-à-dire, voilà, tu as une remise parce que tu me payes au cul du camion, tu as une remise parce que le volume il est plus fort que d'habitude, tu as une remise parce que tu t'engages immédiatement et que tu ne consultes pas le marché, tu as une remise parce que c'est un engagement dans la durée. Ça, ok. Mais si c'est la remise sans rien à côté, bah non, ça, c'est pas possible. Et donc, ce qu'il faut faire, ce qui a un impact sur le CA et les marges, c'est de s'entraîner. Par exemple, les commerciaux n'aiment pas s'entraîner. Les managers n'aiment pas entraîner leurs commerciaux. C'est une constatation phare que je fais depuis des années maintenant. Et c'est vrai que c'est pas facile. Soyons clairs. J'ai pas dit que c'était facile. Au début, c'est pas facile. C'est comme quand on apprend à marcher.
C'est pas facile. Mais après, on ne peut pas s'empêcher de courir partout. Moi, j'ai vu des transformations formidables. Je raconte ça, c'est une équipe commerciale. J'ai formé les managers et forcément, ça a traîné les pieds. Ils ont dit, non, mais c'est pas possible, Olivier, il faut qu'on trouve une pièce. Ils sont tous à distance. Comment on va faire pour s'entraîner, etc. Bah, oui. Euh, Oui, ben, c'est pas facile, c'est se confronter, mais effectivement, très vite, ça plaît et les commerciaux sont contents, voilà, sont très contents. Donc voilà ce qu'il faut faire, effectivement. Je l'ai mis là, il faut faire ce qui a un impact sur le CA et les marges. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un terme aux managers qui vendent. Les managers, ça ne vend pas. Les managers, ce ne sont pas les héros. Parce que quand un manager doit faire des ventes et qu'il va être rémunéré là-dessus, bah forcément, comment dire, il va se focaliser là-dessus. C'est obligé. Donc, il va devenir le héros. Il ne fera plus les héros. Le boulot du manager, c'est de faire des héros, pas d'être le héros. Il faut mettre un terme aux commerciaux qui ne chassent pas. Ce n'est pas tolérable. Dans la période qu'on va vivre, difficile, la chasse est obligatoire pour tous. Et il faut forcément, la machine à excuses, vous ne devez plus la tolérer. Ouais, et d'ailleurs, c'est une compétence qui va être de nouveau bien mise en avant, hein, puisque beaucoup d'entreprises auront des leads moins importants. Eh oui, ben, ouais, effectivement. Donc là, tous ceux qui savent mon amour immodéré de la demande de recommandation, il va falloir sacrément la mettre en œuvre. Si vous restez à la fin, je vous fais une petite piqûre de rappel. Ça, c'est petit teasing pour que les gens écoutent jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? C'est bien ça, non? Ouais. Allez, on fait ça. Donc, mettre fin aux excuses. Ah, c'est pas ma faute. Ah, non, non, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Bah oui, bah, c'est dur. Bah, de toute façon, s'il y a bien une chose dont il faut qu'on tous soit d'accord, on ne peut pas contrôler la période qui va venir. C'est impossible. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre réaction face à cette situation. Point. Ouais. Du coup, on a une auditrice, je crois, ou un auditeur, on n'a pas le prénom, qui me dit le problème avec cette crise, c'est que d'un côté, tu as des morts, du coup, donc des annonces toujours un peu assez graves, et puis de l'autre côté, comment tu motives tes commerciaux à Oui, faire rentrer les... oui, mais il faut couper BFM, il faut couper CNews, il faut arrêter de lire les journaux, il faut arrêter, hein, c'est tout. Peux pas être, je suis peut-être un peu violent dans mes propos. Arrêtez de regarder les infos. Arrêtez de regarder les infos. C'est Stéphane. Désolé, Stéphane. Ouais, oui, je connais bien Stéphane, mais il faut arrêter de regarder les infos. Mais après, moi, si je vous dis vraiment le fond de ma pensée sur le fait, et j'ai juste envie de partager une statistique, 9 dixièmes des décès liés au Covid avaient plus de 65 ans. Bon. 8 sur 10, plus de 75. Bon, mes parents ont plus de 75 ans. J'ai pas dit qu'ils veulent mourir, que je voudrais qu'ils meurent. Et eux non plus. Mais il se trouve quand même que nous ne sommes pas éternels. Voilà. Il y a des choses plus graves, il y a des choses graves, effectivement, mais effectivement, on va rentrer dans un débat philosophique. Notre rapport à la mort, c'est sans doute un peu modifié. Bon, bref. Ouais. Et mettez un terme à l'égocentrisme. L'égocentrisme, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai reçu, à chaque fois, je me fais un plaisir d'ouvrir les présentations de mes clients, que je trouve super. Mes clients, je les adore. Et à chaque fois qu'on ouvre une présentation, ça commence par « on est tellement beau, on est tellement bien, je fais ci, on fait ça, regardez ». Mais non, mais les clients, ils s'en foutent. Les clients, ce qui les intéresse, c'est le résultat. Donc, quel problème vous résolvez pour eux? Donc, là, une présentation d'entreprise, ça devrait être nos clients nous font confiance parce qu'on résout tel problème. Voilà comment on le fait et regardez et voilà, terminé, voilà ce qu'il faut et regardez comment on est après avoir bossé avec nous, regardez ce qu'ils peuvent arriver à faire. Voilà. Donc l'égocentrisme, c'est terminé.
mettre un terme à ça. Troisième chose, tac, je clique, simplifier. Il va falloir simplifier le processus d'achat. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une très grosse boîte qui m'a contacté pour mes outils de recrutement de commerciaux qui, je le répète, permettent de garantir à 95% la fiabilité des recrutements. Je travaille avec le leader mondial qui s'appelle OMG, 2 millions de commerciaux évalués et je garantis de recruter les meilleurs commerciaux. Voilà. Elle m'a posé une question. Elle est en train de regarder le marché. Je lui ai fourni tout ce qui était en ma possibilité pour qu'elle puisse juger immédiatement de la concurrence, de la différence avec la concurrence, des études techniques. Elle a déjà tout. Pas besoin de chercher. Elle a déjà tout. Je simplifie son process. Et plus vous allez simplifier le processus d'achat des clients, et mieux vous porterez. Donc, ça peut passer par le juridique, avec les contrats, entre autres choses. Donc, très bien, Olivier. Donc, simplifier les process d'achat. Effectivement, moi, en ce moment, nous, on regarde ça. On essaye de simplifier au maximum le parcours client. C'est une très bonne idée. Tu te rends compte que tu peux vraiment épurer les process, quoi. Simplifier l'organisation commerciale. Alors, simplifier l'organisation commerciale, disons que si ça c'est pour les grosses équipes. Après, si une équipe, j'ai envie de dire les grosses équipes, une équipe où il va y avoir des différents, on va dire au-delà de 50 ou 80 commerciaux pour les très grosses équipes. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais il y a sans doute des fonctions qu'il va falloir revoir. Il faut remettre tout le monde sur le terrain, il faut couper, il faut nettoyer, les organigrammes. Nettoyer, ça veut dire tout simplement remettre sur le terrain, potentiellement. Voilà. Simplifier l'organigramme. Pour les petites équipes, non, c'est pas le cas, il n'y a rien de spécial. Voilà. J'enchaîne, Olivier, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire et j'aimerais bien rester dans l'heure qu'on a prévue. Du coup, les choses à actionner tout de suite. J'ai fait là pour terminer. Effectivement, j'ai essayé d'aller plus vite. 3 changements que doivent porter les dirigeants. Alors, c'est pour les dirigeants. Alors, les dirigeants doivent porter 3 changements. Ils doivent faire en sorte de créer une culture d'amélioration permanente d'organisation. L'apprentissage, la formation, ce n'est pas one shot, c'est un process permanent. Pour tous ceux qui fabriquent des choses, mais qui imaginent que l'industrie ne sont pas tout le temps en train de regarder comment ils peuvent gratter des gains de productivité, de temps matière, de temps machine, de gâches. Toute l'industrie fait ça. Dans la vente, c'est pareil. Voilà. On forme les personnels sur les machines, c'est compliqué. On forme les commerciaux. Moi, j'ai pas. Quand j'entends encore ce matin une commerciale expérimentée m'expliquer que son patron il est anti-formation. Pareil, je peux rien pour, on peut plus rien, quoi. Je veux dire, qui imagine que c'est encore possible maintenant. C'est comme ça. Et donc, il faut la culture d'amélioration permanente dans la vente, c'est ça, donc de former. Et le coaching sert à ça, et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Ça, je l'ai encore dit. Est-ce que tout le monde a bien compris? Tu penses que je le dis trop, Alexandre, ou pas? Non, mais puis ça va. On n'en a pas parlé, mais on a la chance en France de pouvoir avoir des aides. Donc, le fameux FNE, moi, je l'ai utilisé, par exemple, pour former un de mes commerciaux qui était au chômage partiel. Un de mes commerciaux, pardon. Et ça, c'est extraordinaire voilà. Alors, de pouvoir faire ça. Ah oui, mais moi je l'ai fait là, effectivement. Et même quand on n'a pas d'aide, il faut, c'est pas investir dans les hommes. C'est toujours cette fameuse, cette petite blagounette. C'est un DAF qui dit à son PDG, tu la connais celle-là. Non, mais vous imaginez, boss, si on les forme, les équipes, et qu'elles partent. Et le boss regarde le DAF, il dit, vous imaginez si elles restent? Si on ne les forme pas et qu'elles restent. Ouais, non mais ok, allez, next. Donc la culture d'animation, et donc forcément, ça passe avec le fait de créer une culture qui est forgée sur la formation régulière, le coaching, et pour vérifier, on creuse, on va voir
comment ça sonne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent quand on écoute le commercial. Et la vraie culture commerciale, ben, c'est de résumer tout ça, c'est que en fait, c'est une volonté forte. C'est-à-dire que la culture ne change pas toute seule. La culture d'entreprise, ça ne change pas s'il n'y a pas de leader. La culture d'entreprise, ça ne change pas si on n'identifie pas les personnes qui vont participer. Il faut avoir des attentes simples et basiques. Il faut montrer comment on fait également. Ça se passe par un coaching régulier. Voilà. Et la direction doit tenir tout le monde responsable. Voilà. C'est ça le changement et ça doit porter tous ces fruits-là. Donc ça, c'est ce qui doit se passer pour les dirigeants. Ouais. Les Ensuite, leaders. Tu voulais nous parler des directeurs commerciaux. Voilà, les directeurs commerciaux, c'est qu'est-ce qu'ils doivent faire. Les DIRCO, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Première chose, il y a 5 choses. Stratégie, le why, à quoi vous servez, à quoi vous aidez vos clients. Comment on va faire pour les toucher, quels obstacles on va avoir et c'est quoi le planning pour tout ça. Donc ça, c'est la stratégie, la couverture, les marchés, etc. Forcément, il y en a un qui est directement ciblé à ça. Il faut cibler. Il y a des pans entiers d'économie, on est d'accord, qui sont morts et qui vont avoir beaucoup de mal à se relever. Ton micro là frotte encore. Ouais. C'était bien avant, mais tu es de nouveau dans la gestuelle. Donc, ouais, je bouge trop. Donc, tout objectif flou, conditionné et précise. Effectivement, il va falloir définir des cibles très claires. Il y a des pans entiers d'économie qui ont beaucoup souffert et voilà. Pensez pour tous les restaurateurs en particulier. Et quand on travaille dans ce monde-là, on sait que quand on vend des choses à ces gens-là, ça va être très dur. Ou l'événementiel, bien sûr. Le tourisme, j'en parle même pas. Forcément, il va falloir se reconfigurer pour trouver les marchés. Donc, il faut cibler, il va falloir travailler encore plus précisément. Si on le peut, cibler une catégorie de marché qui n'a pas trop subi la crise. Ouais. Si c'est possible, ce n'est pas toujours possible. C'est pas tout, de toute façon, il va y avoir des difficultés. Je n'ai pas de baguette magique. Ce n'est pas moi qui vais les changer par cette présentation. C'est une évidence. Ouais. Il faut recruter d'excellents commerciaux. Parce que là, des commerciaux, il va y en avoir beaucoup de disponibles. Ouais. Et ceux qui ne sont pas performants, ça va peut-être falloir penser à s'en séparer. J'ai prévenu tout à l'heure que c'était une présentation pour les dirigeants et les leaders des ventes et les dirigeants commerciaux. Effectivement, il y a des commerciaux qui ne sont pas au point et vous ne pourrez pas les garder. Et je ne parle même pas de ceux qui n'ont que des comportements c'est les barons de la vente, ils appellent, ceux qui sont assis sur un tas d'or, qui ne veulent pas chasser, qui ne veulent pas se faire mettre à jour le CRM et qui servent de modèle à tous les autres. Ouais. Ça, ce n'est pas la bonne chose à faire. J'aime bien cette expression, ce que vous permettez, vous l'encouragez. Et c'est sûr que le recrutement des commerciaux jusqu'à présent, c'était un marché en tension, plutôt en pénurie. Et là, il va y avoir de nouveau de très bons candidats sur le marché. Oui. Et sans doute à un prix inférieur qu'avant la crise. Voilà. Et alors, pour voir, 30 secondes de pub, je vous préviens, c'est pour ça que je travaille avec Objective Management Group, le leader mondial des évaluations de commerciaux. Il y a des candidats, il y en aura plein. Je les évalue a priori et je garantis avec certitude que ce sont des commerciaux qui vont vendre. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, Tom, il pose une question. Il pose, conseillez-vous les commerciaux multicartes? Alors j'imagine que ça dépend de l'entreprise, ça dépend de l'environnement. Je ne connais pas trop ce monde-là. Je ne connais pas trop ce monde-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Je n'ai pas la réponse. Il faudrait plus de contexte, mais je n'ai pas la réponse. Donc, il faut recruter, il faut penser, il faut recruter les bons commerciaux. Donc, forcément, ce que j'ai envie de dire, pour recruter, effectivement, il faut faire des annonces attractives. Des annonces attractives. Une annonce attractive, c'est pas on est les plus beaux, vous allez bien être chez nous, etc. Et puis une description du job. Non. Une annonce, c'est des exigences. Vous êtes un chasseur né. Vous êtes habitué à vendre sur des cycles de vente courts, ou vous êtes habitué à vendre sur des cycles de vente longs, vous êtes habitué à parler à des acheteurs professionnels, ou vous êtes habitué à parler à des dirigeants. Vous êtes capable de vendre des choses qui ont un prix très élevé. Ça, ce sont des exigences. Et c'est là-dessus que vous mettez une annonce. Ouais.
Alors, pour information, hein, le premier épisode du podcast Les héros de la vente, c'est sur ce thème-là, le recrutement. Donc, il y a Bon, des conseils pour bien recruter. super. Donc, faut aller écouter l'épisode. Ouais, Bon, voilà, exactement. Et puis après, c'est pareil. Je vais aller très vite, hein, mais recruter, ça veut dire une qualification très vite au téléphone. Forcément, avec un outil de recrutement entre les deux, un outil d'évaluation que je recommande, bien entendu. Une qualification rapide au téléphone. Et puis ceux qui sonnent juste, ils ont le droit d'aller plus loin. Et quand on les rencontre, on fait pas des jolis sourires et des salam alek quand le candidat arrive. Non, on est dur tout de suite pour voir comment il réagit. Parce que les clients, ils attendent pas les commerciaux avec des fleurs. Non, il faut tout de suite tester la résistance. Et seulement après qu'on a testé la résistance, on explique que c'était un jeu de rôle et on détend l'atmosphère. Voilà comment on fait. Et je vous parle. Et forcément, après, on met en place un onboarding plan, un plan d'intégration sur 90 jours avec un résultat clair au bout de 4 je dis 90 jours, je pourrais dire 100 jours, mais ça peut être 30, hein. Ça dépend ce que vous vendez. Il faut savoir aller tout seul en rendez-vous pour avoir une conversation intelligente avec un commercial, avec un client. C'est ça un processus de recrutement efficace. Bien sûr, allez, j'en remets une couche, hein. C'est bon, mais j'arrête de répéter. Et enfin, il en manque un cinquième, comme vous savez compter, vous voyez qu'il y en a un, et c'est celui-là, l'imputabilité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Merci, mon sparring partner préféré, Alexandre. L'imputabilité, c'est d'exiger, de tenir les gens pour responsables. Pourquoi tu n'as pas eu ce résultat? Pourquoi tu n'as pas appliqué ça? Tu étais engagé la dernière fois à poser 5 questions ouvertes. On vient de faire un rendez-vous, nous n'avons aucune des réponses. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Jusqu'à temps de trouver. C'est-à-dire que il y a deux choses distinctes qui se passent quand il y a un problème. Il y a soit une erreur, soit une faute. Une erreur, le manager est là pour former et corriger l'erreur. Il forme. Ce n'est pas un problème. La faute, c'est quand au bout de 10 fois, on est toujours à ce que le commercial ne respecte pas ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et donc là, vous devez exiger. Et donc, tout le rôle et toute l'organisation doit exiger. Ça commence par le haut. Les dirigeants doivent exiger que les directeurs commerciaux appliquent tout ce que je viens de dire. Voilà. Que les managers, on en exige d'eux qui doivent former, qui doivent coacher leurs équipes. C'est pareil. Voilà. Et les managers doivent tenir imputables les commerciaux de ce qu'ils ont à faire. Voilà. Ça, c'est pour les DIRCO. Olivier, je vais faire le maître du temps. Je vais te laisser 10 minutes pour tu finir. fais bien. Tu fais bien. 5 actions pour les managers, pour finir. Coacher, motiver, réunir, d'où l'objet des réunions, avec des matins, soirs, pour tenir en haleine. Ça donne le tempo, il y a un rendez-vous. Motiver, parce qu'en fait, il va falloir. Le fait de coacher, etc., c'est aussi tirer vers les gens. C'est aussi de tirer les gens vers le haut. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, je veux bien qu'il le ferme. Motiver, c'est on motive les commerciaux sur la qualité du geste commercial, d'où les entraînements qui font grandir les gens. Voilà, c'est comme ça qu'on motive. On motive aussi en les rassurant, bien sûr, parce que bien sûr ils ont peur. On est d'accord. Donc il faut avoir ces conversations. J'ai pas dit qu'il fallait pas les avoir. Il faut aussi prendre soin de l'équipe et se soucier d'elle. Ça passe par tout ça. Mais ça veut aussi dire tenir pour responsable, alors ça j'en ai parlé juste avant, suivre sur les bons KPI. Les bons KPI, c'est ceux qui vont donner les bons résultats. Donc, combien de conversations nouvelles, combien de coups de fil passés, combien d'affaires créées dans le pipeline à l'instant T, ce qui nous donnera une idée du résultat dans 2 mois, si votre cycle de vente c'est 2 mois par exemple. Suivre les bons KPI. Ouais. Combien de temps vous mettez pour convertir un deal? Combien de ratio? Quel est le ratio entre le nombre de deals que vous avez et celui que vous convertissez? Là, il y a un épisode aussi à faire que sur les KPI. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et puis être présent, c'est ça, c'est être présent pour être réactif, être présent pour pouvoir répondre aux questions,
être là, bien sûr. Hein, je n'ai pas dit qu'il fallait couper la communication, loin de là. Mais les commerciaux doivent solliciter leur manager, vont le faire, et les managers leur dire co. Et effectivement, c'est être présent, quoi. Donc ça, c'est être présent pour eux. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, tu vois, après, je vais faire ma conclusion, puis après on va prendre les questions-réponses. Hein. Il faut conclure, il faut mettre en œuvre les 24 points, parce que c'est ça qu'il faut faire. Donc conclure, coacher, entraîner, évaluer les équipes. Et c'est pour ça que j'utilise des outils sur lesquels je communique souvent. Hein. Les outils OMG, hein, ça marche en recrutement, mais aussi en évaluation. Pour les dirigeants, se montrer. Le dirigeant doit sortir en réunion. Il doit se montrer. Il doit être présent. Il doit donner l'exemple. Pour les dirigeants de PME qui sont là, il doit être dans les réunions où on parle de commerce. Parce que dans le train de l'entreprise, le commerce, c'est la locomotive. S'il ne se le montre pas, on ne peut pas exiger les comportements. Là, ça montre aussi l'engagement. Attention au micro, Olivier, j'ai encore des petits grésillements. Ouais, il faut embaucher. Hein. Clairement, c'est le moment d'embaucher et de se séparer des gens qui ne marchent pas. Et puis, mettre en place un process de vente. S'il n'est pas encore mis, un process de vente, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ça doit tenir sur 1 à 4. Ce sont des jalons à franchir pour passer d'une étape à une autre une affaire, que tout le monde comprend, que tout le monde connaît et qui sont exactement les mêmes entre la feuille de papier et le CRM. Ça ne peut pas être un truc en 7 étapes. Il faut que ce soit un truc très clair, avec des actions précises qui permettent de se dire, voilà, le deal passe de telle étape à telle étape. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire pour changer les choses. Et là, tu vois, là, ça fait. Là, c'était ma conclusion. Et là, on peut envisager de discuter. Ah, c'est bien, tu nous as mis une petite accélération là sur les deux derniers slides. Oui, parce que j'ai envie de prendre des questions. Tu vois, j'aime bien ça. Donc, on prend les questions par écrit ou tu préfères les avoir par écrit, oui. J'imagine qu'il y a des choses qui se sont passées. Moi, j'ai pas trop regardé ce qui se disait, effectivement. Hein. Ouais, j'essaie de te poser un peu. Voilà, on voit que Laurent et Anthony maîtrisent parfaitement les fonds d'écran Zoom, par exemple. Hein. Je vois pas tout le monde, mais en tout cas. C'est récent. Aujourd'hui. Anthony, il a découvert ça. Mais c'est bien de l'avoir découvert, c'est très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? On va laisser passer une minute ou deux. Posez vos questions. Je n'ai pas de problème pour revenir là-dessus. Moi, j'ai mis quelque chose en place qui m'aide beaucoup là dans les derniers deals en attendant les questions. C'est tout simplement de partager, quand tu as un prospect, de partager avec lui un rétro-planning des actions que tu aimerais réaliser avec lui pour arriver à la vente et à répondre à son besoin. Et en fait, le rétro-planning, c'est quoi ? C'est un fichier partagé, un fichier Excel, où je mets des dates, des actions, par exemple une présentation à ses collègues, une formation pour un test, des choses comme ça. Et on construit le rétro-planning ensemble. Et en fait, ça te permet de maîtriser plus le cycle de vente, d'être transparent avec ton prospect. Mmh. Et donc, c'est un outil que j'utilise depuis quelques jours, là, que je trouve vraiment intéressant, quoi. Parce que souvent, ton rétro-planning, toi, tu le connais. Peut-être tu peux en discuter avec ton prospect, mais tu n'as pas un document partagé pour lui donner la main, en fait. Mmh. Alors, tu as une question là sur les. Voilà, c'est arrivé, tu as Maxime. J'en ai plusieurs, il y en a plusieurs, effectivement. Alors, les objectifs commerciaux. On peut parler de. J'ai fait un webinaire dédié aux objectifs commerciaux. Très clairement, un des conseils que je donnerais, c'est de les ramener, à des délais plus courts. C'est-à-dire, ça peut être les ramener les objectifs mensuels mensuels, ça pourrait être intéressant pour que ça ait plus d'impact en fait. Et potentiellement aussi que ce soit des objectifs qui soient… parce que si c'est trop long, de toute façon, on est dans une telle incertitude que ça sera impossible. Donc, c'est intéressant, je trouve, d'avoir des objectifs plus courts et qui soient des objectifs aussi qui soient liés aux enjeux de l'entreprise, là, qui pourraient être aussi… je sais pas, comme retrouver du cash, parce que là, on sait très bien que les commerciaux ont un rôle à jouer pour arriver à faire rentrer le cash. Hein, par exemple,
Euh, Après, j'ai envie de dire, les objectifs. Il y a un bouquin très intéressant du spécialiste de la motivation, Dan Ariely, pour ceux qui connaissent. La motivation, c'est prouvé que la motivation, et je partage ça pour vous donner un peu de piste de réflexion, pour des jobs intellectuels intéressants comme ceux du commerce, la motivation, c'est la motivation par l'argent, en fait, la motivation extrinsèque, c'est pas la plus efficace et c'est prouvé. La motivation intrinsèque, celle de motiver par la beauté du geste, le fait de faire partie de l'équipe, celle de vouloir travailler bien, d'avoir de la qualité, d'être reconnu, celle-là est très prégnante. Les études montrent d'ailleurs, l'étude qui est citée dans le bouquin de Dan Ariely sur la motivation, que la motivation argent active dans le cerveau la même motivation la même zone que les fumeurs ou les joueurs de casino. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ça comme comportement addictif chez nos commerciaux? Je ne suis pas sûr. Donc, tu vois, sur les objectifs, voilà, c'est clair qu'on est sur. Moi, je les raccourcirais, ça c'est très clair. Oui. Sur les KPI, peut-être ensuite, maintenant. Voilà, quels sont selon toi les bons KPI? J'aimerais bien en savoir un peu plus, mais en fait, en tout cas, ce qui est clair, c'est que j'ai toujours envie de dire, c'est que le KPI, c'est quelque chose qui est à la base de la pyramide. C'est qu'est-ce qui fait que dans X mois, on aura des résultats. Donc, moi, j'ai toujours envie de redescendre jusqu'au bout. Combien de conversations intelligentes tu as eues aujourd'hui pour arriver à ça? C'est un bon KPI, par exemple. Alors, j'en ai un autre, mais je suis là pour répondre, parce que tout à l'heure, j'ai fait un peu de teasing. Par exemple, un KPI qui est formidable, que j'encourage, c'est mon teasing de tout à l'heure, la demande de recommandation. Ah, ça y est, Maxime l'a enlevé de la bouche. Il m'a enlevé les mots de la bouche. Voilà, un bon KPI, c'est combien de fois aujourd'hui tu as demandé une recommandation à un client et encore mieux, à un prospect qui t'a jeté. Parce que c'est toujours très important. Imaginons qu'un prospect, il ne veut pas de nous, il nous a jeté ou alors il n'a pas envie de bosser avec nous tout de suite. C'est pas grave, il a le droit, c'est pas un problème. Par contre, on lui demande, mais ok, monsieur client, je comprends tout à fait. J'ai une dernière question à vous poser. Sentez-vous libre d'y répondre non? La personne dit ok, pas de problème. Pouvez-vous m'aider? Personne ne dit non à cette question. Alors, c'est un petit peu manipulatoire, hein, vous avez le droit de dire ça. Hein. La personne dit non, et là vous posez une belle question ouverte. Qui puis-je appeler de votre part? Qui me conseillez-vous d'appeler? Qui puis-je appeler qui voudra avoir une conversation avec moi? Et vous vous taisez pour attendre la réponse. Vous attendez la réponse. Et le résultat n'est pas important. Ce qui est important, c'est de le demander. Vous vous fichez de la question, de la réponse finale, parce que vous aurez des réponses positives, vous en aurez des négatives, mais ce n'est pas la question. Le tout, c'est de le faire et de le faire bien. Ouais, écoute, tu vois, la recommandation, c'est un indicateur de performance que je ne prenais pas. Moi, j'étais plutôt sur un objectif de chiffre d'affaires et combien de rendez-vous faut-il pour arriver à cet objectif de chiffre d'affaires. Et autour de ça, j'ai des KPI, mais je n'avais pas celui-là. Ouais, j'ai écrit un article, là-dessus que vous retrouvez sur mon blog, les mots de vente. J'en parle, je parle de plusieurs KPI, hein, le blog www.lesmotsdevente.fr, MAUX. Et donc je parle des KPI. Voilà, il peut y en avoir d'autres, le nom, la vélocité, comme tu en as parlé, d'une affaire à une autre. Mais ça peut marcher aussi que s'il y a un CRM un peu malin qui montre ça, parce que les CRM, trop compliqués, sont incapables de le faire, il faut faire des développements, etc. Mais il faut arrêter avec ça, il faut prendre des choses tout existe déjà sur étagère. Ouais. Il y a une question de Loïc qui demande s'il existe des formations pour animer des webinars avec des clients ou des visios et qui nous dit qu'il est urgent de former les équipes à la vente via les outils numériques. Eh bien, ce sera bientôt le cas puisque je vais bientôt faire une formation en ligne qu'on pourra acheter pour savoir faire ça. Ouais. Et puis, on a un projet commun aussi, Olivier, sur du coaching par visio. Et donc, en gros, l'idée, c'est que le commercial enregistre sa visio
ils le déposent sur une plateforme que je développe avec ma société, Vive. Et là, on a des coachs comme Olivier qui débriefent la visioconférence en 24 heures. Donc, ils vont annoter, séquencer la vidéo et mettre leurs commentaires et leur faire un débriefing asynchrone. Voilà, donc ça, c'est un projet qu'on a lancé il y a quelques jours. Et j'y crois beaucoup à ce projet. Et je suis heureux d'y participer. C'est pour ça que j'ai remis le petit, j'ai repartagé le petit, j'avais mis ça dans ma présentation, mais on va en parler après. Chacun pourra recevoir. Je trouve ce que formidable dans ce que tu proposes dans l'outil, c'est ce que je vais mettre en œuvre. Hein. Effectivement, dans l'entraînement, il faut observer ce qui s'y passer. On peut le faire en papier, on peut le faire avec des crayons, et c'est pas de problème. Mais ça suffit pas. Ça permet pas de revenir dessus. C'est pas très interactif. Voilà. Et c'est ça qui est génial dans ce que on a voulu faire ensemble, c'est le mix entre l'outillage qui permet de vérifier tout ça dans l'outil et bien sûr le conseil qui va avec. Et je suis très content de bosser avec toi là-dessus. Et après, bien sûr, l'outil, moi je suis ultra convaincu, c'est un outil on peut aussi, que les gens qui sont dans la salle ici peuvent aussi acheter pour eux ou pour l'équipe commerciale, bien entendu. Je fais ton commercial, Alexandre. Ouais, merci pour cet instant de pub. Oui. Il y a un petit peu, voilà, il y a un petit peu de pub quand même, vous vous doutez. Ouais. Reda qui nous dit qu'on n'a pas parlé de la créativité. Un levier important selon lui. C'est sûr qu'en cette période, il faut être créatif. Oui, il faut être imaginatif pour savoir où trouver les cibles qui n'ont pas souffert. C'est ça la créativité. Après, moi, je suis sans doute pas un très bon exemple de créativité. Moi, je répète tout le temps les mêmes choses dans la vente. Si on parle, ça dépend de quoi on parle. De créativité dans quoi? Dans la vente? Moi, je dis, il n'y a pas de créativité à avoir dans la vente. Il faut poser des questions, s'obliger à ne pas parler, écouter avec attention, partir avec l'ambition de vouloir aider ses clients, de les rendre meilleurs et d'être câblé pour leur donner un résultat. En fait, la créativité. Malheureusement, je suis pas un bon exemple. Je suis pas un créatif. Dans la vente, pour moi, il y a pas tout a été dit, tout a été écrit. Il faut appliquer ce qui a été dit. Donc la créativité, oui, mais sur quoi? Alors, il nous dit dans la prospection. Alors, c'est vrai que dans la stratégie commerciale, on va pouvoir être créatif, comme tu l'as dit, trouver des cibles peut-être auxquelles on n'avait pas pensé. Mais par contre, tu nous dis oui, que dans l'acte de vente, pas besoin de trop improviser. On peut. Je raconte les mêmes choses depuis des années, mais surtout des gens l'ont raconté avant moi de nombreuses fois. La demande de recommandation, c'est vieux comme Mathusalem. Vous serez créatif si vous appliquez, parce qu'il y a bien un truc que je vais vous dire, à part, c'est Maxime qui nous a parlé de demande de recommandation. Maxime a été formé à l'école AXA France, il nous dit, je connais super bien. Effectivement, il y a des écoles comme ça de demande de recommandation, mais une fois de plus, Maxime qui est dans la salle, tu es une exception. La plupart des commerciaux que je rencontre ne le font jamais. Alors si Reda, tu veux être créatif, utilise la demande de recommandation de façon proactive, planifié parfaitement tous les jours, et là tu seras beaucoup plus créatif que la plupart des commerciaux qui ne le font pas. Ouais. Alors on arrive à la fin. Est-ce que quelqu'un a encore une question? On a dépassé de 10 minutes là, le timing qu'on s'était imposé. La recommandation doit être systématique, nous dit Catherine. On est d'accord? Ah, on t'a perdu, Olivier. Je crois que tu t'es mis en mute. Je me suis mis en mute parce que j'ai un invité exceptionnel pour finir. Ah, d'accord. Allez, je vais vous présenter mon invité exceptionnel. Alors, il est là. Alors, il y a des gens qui disent, tu peux dire bonjour, Grégoire. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ça marche ça? Salut. Je vous présente mon invité exceptionnel du jour, c'est Grégoire. Grégoire, il est hyper fort. Grégoire, sur LinkedIn, quand il sort, c'est 33 000 vues en vidéo. Donc, c'est pour vous dire que c'est un peu le niveau du garçon. Mais comme ça lui suffisait pas, il est passé à la télé il y a 3 semaines, il est directement passé à 800 000 spectateurs. Sky is the limit. Grégoire, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu fais le samedi matin? Du VTT. Du VTT, combien d'heures? 2 heures. C'est de la compète ou de l'entraînement? Entraînement. Ok. Le vendredi soir, tu fais quoi en temps normal dans le club de triathlon? Tu fais quoi?
la course à pied. La course à pied. 45 minutes? Oui. C'est dur? Non. Ça dépend. Bah, t'es tout rouge quand même. Oui. Ouais, quand même, c'est dur. Le lundi à 17h, qu'est-ce que tu fais? Du tennis. Du tennis en compète ou en entraînement? Entraînement. D'accord. Et pourquoi tu t'entraînes déjà? Pour que le grand jour où j'ai une compète, je sois prêt. Le grand jour, quand ce sera la compète, tu seras prêt. Je pourrais vous le répéter, vous le chantez pendant 1 heure. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, super mot de conclusion, Grégoire. Merci beaucoup. Alors pour ceux, voilà, parce que j'ai eu des demandes pour que Grégoire fasse des nouvelles vidéos avec moi, et donc celle sur l'entraînement, c'est une grande première. Voilà, la préparation, et voilà. Mais merci Grégoire pour l'intervention, c'était parfait. Et c'est même pas téléphoné. Il m'a donné envie, il faut que je me remette au sport là. C'est vrai que le confinement, c'était pas le plus facile. Hein. Ok, donc voilà, c'était la conclusion. Je voulais terminer sur ce sourire, effectivement, mais qui est quand même, qui est très vrai. Ouais. Écoute, en tout cas, merci Olivier pour l'heure passée avec tout le monde, et puis merci à tous de nous avoir accordé ce temps. C'était une première, en tout cas pour moi, de faire ce podcast multimédia, webinar. On vous souhaite bon entraînement, bonne reprise à tout le monde. Et il n'y a plus qu'à. Et bonne vente, voilà. Et bonne vente, on lâche rien. Merci Olivier, merci Alexandre. Bye. Bye, merci. Salut. Vous pouvez remettre vos micros, voilà, nous dire au revoir, effectivement. Merci beaucoup et au revoir. Merci bien. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. C'était un plaisir. À bientôt. Ouais. Merci, au revoir. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!